Vous donner l'essentiel de l'actualité économique en RDC, c'est notre privilège, mais également notre priorité. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à votre tranche Zoom Eco Live. Nous allons déjà commencer avec toutes les rubriques au rendez-vous. Vous aurez droit pour le compte des chiffres clés, de comprendre bien sûr comment se font les dépenses ou comment se sont faites les dépenses affectées dans le secteur de la pêche et élevage en 8 mois. On en parlera avec Judith Unamaka, mais également pour le compte du dossier. Nous reviendrons sur cette polémique sur le dossier ou la structure Camille. On parle bien sûr du permis de recherche 12 805. Judith Piombo reviendra sur la question. L'invité du jour, c'est donc Madame Soraya Aziz. Avec elle, nous allons revenir sur la 5e édition de la conférence sur l'énergie organisée à Lubumbashi. Quelles ont été les recommandations principales? On en parlera, mais avant tout, nous allons commencer avec les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Suivez. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information qui parle de la réhabilitation des routes de desserte agricole. 3 provinces bénéficient de 6 millions de dollars américains du Fonds pour la consolidation de la paix des Nations Unies. Cette contribution est destinée à la réhabilitation des routes de desserte agricole dans la province de Kasai, Kasai central et Tanganyika. Parlons cette fois-ci de la minière de Kalukundi, qui est une réalisation importante du groupe Wambao Mining. Cette entreprise minière à capitaux chinois connaît, comme toutes les autres entreprises minières du Katanga, de sérieux problèmes de coupure d'électricité. Chaque jour, l'amicale enregistre 4 à 5 heures de coupure d'électricité. Conséquence, le cycle de production, qui devrait en principe prendre 6 à 7 jours, va jusqu'à 10 jours. C'est ce qui entraîne un coût élevé de production. Nouvelle en bref encore, la Banque africaine de développement, à travers le Fonds pour l'énergie durable en Afrique, va allouer un financement d'1 million de dollars américains pour évaluer les besoins de modernisation des infrastructures hydroélectriques sur le continent. Ce projet de la BAD vise notamment l'accroissement des capacités de production de l'électricité à faible coût, avec les délais relativement courts et un impact environnemental minimal. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information. La Banque mondiale a annoncé le 16 septembre 2021 la suspension définitive de son rapport Doing Business. Cette décision de la plus grande institution financière du monde fait suite aux irrégularités flagrantes constatées lors de ses précédentes éditions de ce rapport. Parmi les éléments qui obligent l'institution de Bretton Woods à surseoir ce rapport, il y a entre autres le soupçon de manipulation des données des éditions 2018 et 2020 du dit rapport en juin 2020 dernier, une situation qui l'a obligé à renoncer à la publication de l'édition 2021. Après les nouvelles en bref, il est temps de prendre l'essentiel de l'économie à travers la tranche, ou la rubrique plutôt, chiffres clés, et c'est avec Judith Unamaka. Tout de suite. Judith Unamaka, vous êtes déjà avec nous sur ce plateau, bienvenue. Merci Guy. Alors nous allons commencer d'abord par prendre le taux officiel, le taux de la Banque centrale du Congo. Qu'est-ce que l'on doit retenir? Voilà, pour éclairer votre lanterne, l'officiel métier sans barème de change en changeant 1 dollar à 1988 francs congolais. Un franc CFA se transige à 3,59 centimes et 1 euro s'altère à 2361 francs congolais. Le marché parallèle, cette fois-ci, prendra la commune de Bumbwe. Dans cet endroit, 1 dollar vaut 2000 francs congolais. Un franc CFA se troque à 3,61 centimes et 1 euro s'aliène à 2364 francs congolais. Nous avons également annoncé faire un focus sur les dépenses affectées pour le secteur de la pêche et élevage. Première question, combien s'élèvent-elles au total? Le gouvernement congolais n'a décaissé qu'une somme équivalente à 1,7 milliard de francs congolais, soit 891 000 dollars américains pour le secteur de la pêche et élevage à la fin du mois d'août 2021. Les prévisions budgétaires concernant les dépenses du secteur de la pêche et élevage ont été fixées à 67,2 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 33,6 millions de dollars américains. Il se dégage ainsi un taux d'exécution budgétaire en faveur de ce secteur de l'ordre de 2,6% pour un secteur
secteur important capable de booster les activités économiques du pays. Ici est de rappeler qu'à ce jour, plus de 27 millions de Congolais sont dans un plus grand besoin d'assistance alimentaire étant donné que le pays dispose d'importantes ressources aquatiques qui pourraient résoudre le problème de la famine en République démocratique du Congo. C'est quand même un montant important, 1,7 milliard de francs congolais, mais ça servit à quoi exactement? Ce montant mis à la disposition du secteur de pêche et élevage en 8 mois n'a servi en grande partie qu'aux rémunérations du personnel, indique la même source. Pour toute l'année 2021, le gouvernement congolais devrait débourser plus de 100 milliards de francs congolais, soit près de 50 millions de dollars américains pour les dépenses du secteur de pêche et élevage. Merci beaucoup à vous, Judith Onamaka, pour toutes ces précisions. C'est toujours un plaisir, Guy. Que comprendre de ce dossier sur le permis de recherche 12 805? Oui, la question remonte et refait surface à travers, bien sûr, notre rubrique « Le dossier ». Le dossier du jour, je l'ai annoncé, reviendra sur ces permis de recherche, une polémique qui refait surface. Il s'agit bien sûr de ce permis de recherche 12 805. On en parle avec Judith Piombo. Bienvenue. Merci Guy. Alors on doit le dire quand même que le gouvernement congolais, depuis un temps, a pris l'engagement de calmer un peu les ardeurs en mettant un tout petit peu aussi de l'ordre. Mais nous remarquons qu'il y a un autre dossier qui vient de refaire surface, qui incrimine la société Camille. On parle bien du permis de recherche 12 805. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Qu'est-ce qui se passe? Au sujet du dossier de permis de recherche 12 805, s'il faut revenir à la source déjà, il y a certains médias en ligne qui se sont carrément engagés dans une nouvelle campagne de désinformation ou d'intoxication de l'opinion, frisant ainsi la diffamation sur la personne du directeur général du cadastre minier. Et tout cela s'est fait alors que le gouvernement a entrepris de remettre de l'ordre dans le secteur minier en expulsant bien sûr des activités anarchiques, illicites et frauduleuses. Et cette fois-ci, cette presse a tout fait pour déterrer carrément le dossier litigieux du permis de recherche PR 12 805 qui s'avérait déjà être réglé, clôturé et classé. Y a-t-il une source officielle qui confirme les éléments que vous donnez? Par exemple, un site web qui donne des précisions, un site attaché à la structure qui donne des précisions exactes sur ce dossier de permis de recherche? Bien évidemment qu'il existe une source sûre qui donne toutes les informations et il s'agit de www.cami.cd où très clairement il en ressort que la société Kimia Mining Investment, soupçonnée d'activités illicites en Ituri, ne détient pas du tout dans son portefeuille ce PR 12 805. Ceci est bien ressorti aussi sur la carte cadastrale et le registre de droits miniers sur le même site que je venais de citer tout en haut, c'est le www.cami.cd. La tentative de cette société d'occuper frauduleusement ces sites qu'elle enviait depuis bien longtemps avait été déjouée par le dispositif de contrôle interne malgré les complicités avérées dans la chaîne d'instruction du dossier. De polémique en polémique, un problème se pose, un problème qui fragilise même la crédibilité de l'entreprise, de la société et en même temps qui expose le secteur minier. Que faudrait-il faire exactement pour favoriser la prospérité du cadastre minier? Puisqu'on doit le dire, ça commence à faire couler assez d'encre de salive. La prospérité du cadastre minier, CAMI en sigle, dépend largement de la manière dont chaque composante du dispositif de régulation assume ses responsabilités, bien évidemment, conformément à la répartition des tâches telles que consacrées par le Code et règlement minier. Merci beaucoup à vous, Judith Piombo, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous nous avez présenté le dossier sur ces permis de recherche 12 805 et je pense que cette question sera également tirée au clair une bonne fois pour toutes. Merci. Merci à vous.
La 5e édition sur la conférence sur l'énergie, on en parle aujourd'hui avec un invité, elle s'appelle Soraya Aziz, elle est chargée de communication de la société Anser. C'est cette société qui a participé à l'élaboration de la stratégie, mais également 19 recommandations ont été rendues publiques, mais principalement quelles sont ces recommandations qui sont directement ou dont la responsabilité revient directement à la société Anser. On en parlera tout de suite dans la rubrique invité. La ville de Lubumbashi a abrité la 5e édition de la conférence sur l'énergie. Oui, on en parle aujourd'hui, puisque Anser a pris part et nous recevons sur ce plateau Madame Soraya Aziz. Elle est chargée de communication. Elle va répondre, bien sûr, à toutes les questions, ou presque, pour la plupart des questions posées par nos téléspectateurs que vous êtes, mais aussi elle va orienter les débats autour des recommandations qui sortent de cette grande conférence. Madame Soraya Aziz, bienvenue. Merci beaucoup. Pour commencer, vous avez, je l'ai dit tout à l'heure, participé à cette grande rencontre, cette conférence qui est à sa 5e édition. La première question, quelle a été la problématique au centre du débat? Comme je disais, c'est un forum qui a été organisé par la FEC, les entreprises privées, et ils ont associé le secteur public et quelques ONG pour un peu faire le tour de la question. En gros, il se dégage qu'il y a une grande stagnation dans le secteur de l'électricité et que dans les 40 dernières années, il n'y a pas eu de grande progression. Du côté ouest, c'est-à-dire les provinces en général qui sont du côté ouest, c'est depuis 35 ans qu'on n'a pas vu de grande évolution. Et du côté Est, c'est depuis 65 ans qu'on n'a pas vu de grande évolution. Quand je parle de grande évolution, ça veut dire la construction des grands barrages ou bien des grandes infrastructures de transport ou de distribution de l'électricité. Et ce retard, on a estimé que si on n'avait rien qu'un mégawatt chaque année de production, 1 gigawatt chaque année de production, on aurait totalement comblé le déficit qui se chiffre aujourd'hui à peu près 2000 mégawatts et on aurait même commencé à exporter. Malheureusement, nous qui exportions l'électricité avant, nous sommes aujourd'hui réduits à en importer de la Zambie et du Congo-Brazzaville. On doit quand même rappeler que nous sommes à la 5e édition de cette conférence. Oui. Il y en a eu d'autres éditions qui ont précédé. Il y a eu également des recommandations. Mais pourquoi la situation s'enlise encore? Au début, ces conférences étaient surtout focalisées sur les secteurs privés, mais il y a des limites que le secteur privé ne peut pas à lui tout seul braver. Et il y a certaines recommandations qui ont commencé à être mises en place, comme par exemple l'opérationnalisation de l'ANSER, l'Agence nationale des services énergétiques et de l'électrification en milieu rural et périurbain, pour laquelle je travaille. C'est-à-dire le secteur a été libéralisé en 2014, vous vous souviendrez, par une loi sur la libéralisation du secteur de l'électricité. Cette loi est intervenue après 40 ans de monopole de la SNEL, et la SNEL elle-même a présenté un bilan assez négatif, on va dire. Et les recommandations étaient que le secteur devait être libéralisé. Cela s'est fait dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Mais la libéralisation elle-même serait restée une libéralisation légale, mais pas de fait, du fait que la SNEL possède plus de 90% des infrastructures électriques aujourd'hui au Congo. C'est démesuré. Voilà. Alors, il fallait promouvoir le secteur privé pour qu'il y ait d'autres acteurs qui viendraient épauler la SNEL dans le secteur privé. Mais avant d'ouvrir ces portes, il fallait d'un côté la régulation et d'un autre côté une agence pour promouvoir l'investissement. C'est l'ARE et l'ANSER. Mais qu'est-ce qui fait que malgré cette libéralisation avec cette façon de voir les choses, telle que vous venez de la présenter tout à l'heure, malgré cette bonne stratégie mise en place, on ne sent pas ce changement une année après? Il y a plusieurs étapes dans cette libéralisation, comme on l'a vu. Il fallait d'abord libéraliser le secteur, ensuite créer une agence de régulation et une agence de promotion, ensuite leur donner des animateurs, ensuite implémenter leur programme. Ça, c'est le volet juridique, on va dire. Mais il y avait aussi le côté technique. Jusque-là, la stratégie d'électrification de la RDC reposait sur l'urbanisation. C'est-à-dire, on crée une ville, on met des routes, on met de l'eau, on met de l'électricité. Mais cela ne prenait pas en compte l'extension des villes existantes, ne prenait pas en compte les milieux ruraux
de la RDC. Et puis, cette extension, cette électrification reposait presque exclusivement sur l'extension du réseau électrique, soit par Inga, ou bien par les grandes centrales comme Ruzizi, comme Chopo, comme Pianamwanga. Aujourd'hui, Lancer vient avec une méthode complètement décentralisée et des énergies renouvelables, c'est-à-dire non seulement l'hydro, mais aussi le solaire, pourquoi pas les éoliennes, la biomasse, le biogaz. Et donc, toutes ces différentes stratégies, ces différentes approches vont permettre d'augmenter assez rapidement, nous l'espérons, le taux d'accès à l'électrification en RDC. Alors, cette conférence a débouché sur 19 résolutions, recommandations. Oui. Quelles sont les recommandations qui vous impliquent directement? La première recommandation, et je pense que c'est la plus importante, est celle de la planification. Aujourd'hui, personne n'a un plan directeur de l'électrification de la RDC. Chacun va un peu là où il peut, parce que c'est là que c'est le plus rentable. Mais on sait que l'électricité, c'est un droit constitutionnel. Et donc, même les Congolais qui ne peuvent pas se permettre de payer parce qu'ils n'ont pas le pouvoir d'achat, ont quand même droit à l'électricité. Et c'est là que l'ANSER intervient, parce que dans la planification énergétique que nous faisons, nous allons mettre des subsides en place pour rendre attractif le secteur de l'électricité dans les milieux qui jusque-là n'étaient pas solvables et où la SNEL, comme les autres opérateurs, ne voulaient pas aller. Ça, c'est la plus grande recommandation. Il faut une planification bien réfléchie, concertée. Ça sera un tandem avec la SNEL ou vous allez complètement tourner le dos à la SNEL? La SNEL reste l'opérateur le plus important et elle a déjà un plan d'électrification. De la proposition, ça sera un tandem? Pas un tandem, nous allons consulter la SNEL. Totalement la démarche. C'est une démarche exclusivement réservée à l'ANSER, du fait que, de par la loi, la SNEL n'a plus les prérogatives de planification et de politisation. Mais comme c'est un opérateur important, nous allons consulter la SNEL comme nous allons consulter les autres opérateurs. OK. Oui. L'autre point? Le deuxième point, c'est la promotion de l'investissement. Comme vous le savez, l'investissement, pas seulement dans le secteur de l'électricité, la plupart des investisseurs restent très frileux parce que le cadre légal d'investissement au Congo est très variable. C'est-à-dire il n'est pas très stable et même quand il y a des promesses d'exonération, des promesses d'accompagnement, cela ne se fait pas automatiquement. Il faut toujours faire jouer une chose ou l'autre. Et donc l'ANSER a signé un MOU avec l'ANAPI, qui est l'Agence nationale pour la promotion de l'investissement. Et ensemble, nous allons mettre un peu plus de clarté dans le secteur, mais aussi nous allons accompagner les opérateurs pour qu'ils puissent jouir effectivement de tous les droits qui leur sont promis. Okay. Après, nous avons aussi, au niveau de l'ANSER, mis en place un fonds, j'en ai parlé tout à l'heure, le fonds des subsides, le fonds Mwinda, et nous allons travailler avec différents opérateurs pour nous assurer qu'ils peuvent vendre l'électricité à son juste prix et que cela va rendre attractifs les secteurs jadis négligés. Le dernier point, parmi les grands points qui concernent l'ANSER, c'est la recherche et le développement. Notre pays investit très très peu dans la recherche, mais le secteur des énergies renouvelables est un secteur qui avance très rapidement et donc on a besoin, si nous voulons réellement bénéficier des grands dons que la nature nous a faits, nous devons être à la pointe du côté recherche et développement à travers des partenariats avec des universités internationales. À quel moment le Congolais lambda palpera du doigt les réalisations d'ANSER? On est encore dans des projets, il y en a qui palpent Quand est-ce déjà. Que ça sera concret? Il y en a qui palpent déjà cette réalité aujourd'hui. Avec quoi exactement? Avec des projets pilotes que nous avons mis en place. Mais comme je l'ai dit, ce sont des projets pilotes. Et donc, nous sommes encore en train d'ajuster pour savoir quelle sera exactement la structure de tout l'apport et de tous les projets que nous allons apporter. Mais à partir de l'année prochaine, en janvier de l'année prochaine pour être précise, nous allons lancer à échelle réelle certains projets, comme par exemple le fonds Mwinda qui va permettre à la population en milieu rural d'accéder à des kits solaires pour électrifier leur ménage, mais aussi des projets d'électrification publique, parce que c'est ça, c'est surtout l'électricité publique qui montre qu'une ville est électrifiée. Vous parlez de politique du secteur. Oui. Nullement, je vous ai entendu évoquer la sensibilisation sur la consommation responsable. Or, partout ailleurs, on en parle, même sur d'autres cieux. Est-ce que ça fait partie de votre politique du secteur? Oui, ça fait partie de notre politique, mais ça fait surtout partie de la politique des entreprises que nous accompagnons.
c'est surtout elles qui ont intérêt à ce que les gens utilisent l'électricité de manière responsable. On a vu par exemple que plusieurs personnes pensent que l'électricité solaire n'est pas aussi performante que l'électricité en réseau, l'hydroélectricité, simplement parce que le solaire se décharge au bout d'un moment. Et donc, ils n'ont pas bien compris, mais évidemment, il y a toute une politique on appelle l'efficacité énergétique pour expliquer à la population comment acheter le matériel électronique, comment l'utiliser, et surtout le système prépayé que plusieurs entreprises utilisent aujourd'hui permet à l'utilisateur de mieux contrôler sa consommation énergétique. Est-ce que vous avez le moyen, vous avez la stratégie? Oui, nous avons les moyens. Nous avons les moyens. Nous avons calculé qu'il faut plus ou moins 500 millions de dollars et nous avons déjà des très bons pledges. D'abord, il y a les recettes même de Lancer par rapport à ce que nous percevons comme quotité. Mais après, il y a plusieurs bailleurs internationaux qui sont prêts à accompagner Lancer dans l'électrification de la RDC parce que c'est là cadre avec leurs aspirations. Je parle ici de la Banque mondiale, mais aussi de certaines missions diplomatiques avec des projets bilatéraux. La stratégie, c'est la décentralisation, comme je l'ai dit. Plutôt, Inga, par exemple, jusque-là, on a investi 5 milliards rien que pour les études. Okay? La production d'un mégawatt se chiffre aujourd'hui entre 2 500 000 $ et 3 millions. Combien on aurait pu produire si on partait avec des mini et des micro-barrages de 1 méga, 5 mégas, 10 mégas, si on avait utilisé cet argent des études pour l'électrification de la RDC. On ne parle même pas encore de la construction du barrage lui-même. Et donc la stratégie de décentralisation et surtout de mix technologique, c'est-à-dire quand on peut, on fait le solaire, quand on peut, on fait l'hydro, quand on peut, on fait biogaz, etc. Dans votre démarche, vous avez évoqué. Oui, nous n'allons pas substituer, mais nous allons compléter. Okay. Parce que dans certaines zones, ça ne sert à rien de construire un grand barrage parce que la demande locale n'est pas suffisante. Pourquoi ne pas carrément renforcer au lieu de compléter? Renforcer l'énergie hydraulique puisque nous en avons déjà assez? Non, non, non. Ce que nous avons ne suffit pas. Il y a un déficit, rien que pour la ville de Kinshasa, c'est à peu près 1500 mégawatts de déficit pour que ceux qui vivent déjà aujourd'hui à Kinshasa puissent tous avoir l'électricité, sans compter que Kinshasa continue à grandir. Et donc, rien qu'en comptant sur l'énergie hydroélectrique, ça ne sera pas possible. Il faut un mix énergétique. Mais c'est la proportion de ces mix. Quelle est la proportion hydro? Quelle est la proportion solaire? Quelle est la proportion biogaz? Et qu'est-ce qui dicte le choix de ces proportions? C'est tout ça qui fait l'objet de la planification que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup à vous, Madame Soraya Aziz, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes chargée de communication de la structure ANSER. On reviendra à vous très prochainement pour en parler à long et à large. C'était juste une petite restitution par rapport à la 5e édition de la conférence sur l'énergie qui s'est organisée à Lubumbashi. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. La chronique du jour nous parle de l'investissement, une rubrique pour nourrir la RDC. Oui, cette rubrique qui remonte et qui refait surface. Patrick Bomboka revient avec plus de précision. Suivez. Bonjour. Après avoir été longtemps presque nul, le taux d'exécution budgétaire des investissements affiche 9% à l'échéance d'août 2021. C'est une évolution positive, même si elle est loin d'être remarquable, voire même significative. D'après les rapports de suivi budgétaire, le gouvernement congolais a décaissé fin août 2021 un montant équivalent à 30 milliards de francs congolais sur une prévision de 335 milliards de francs congolais. En devises américaines, ce montant représente 15 millions de dollars américains décaissés contre une prévision de 167,5 millions de dollars américains, ce qui représente un taux d'exécution de 9%. En tout état de cause, la rubrique investissement est très peu nourrie, mais le gouvernement congolais se met dans une voie qui délivre des signaux tout à fait positifs. Si les investissements sont très peu ou presque pas financés, il est établi que la part la plus importante des dépenses publiques de l'État congolais sont orientées essentiellement vers 5 rubriques.
Au numéro 1 du top 5 de dépenses publiques de l'État se trouve donc le fonctionnement des institutions avec un taux d'exécution budgétaire évalué à 100%. En deuxième position, les rémunérations qui bénéficient de 99,3% en termes de taux d'exécution budgétaire. Un peu plus loin derrière, en troisième place, les charges communes qui sont exécutées à hauteur de 63%. En quatrième position, les interventions économiques, sociales, culturelles et scientifiques avec 45% d'allocations affectées. Et enfin, à la cinquième position, l'on retrouve la contrepartie de projets dont les taux d'exécution budgétaire s'élèvent à 39%. Il est clair que le gouvernement congolais, qui s'efforce à mobiliser un peu plus de recettes publiques, ne manquerait pas d'améliorer la quote-part réservée aux investissements. Merci de nous avoir suivis. Les prix des pneus selon leur dimension, on en parle aujourd'hui à travers la rubrique Zoom Wednesday qui va se déplacer vers vous pour vous donner la température, mais également les précisions chiffrées, combien coûte un pneu, mais quelle est la dimension associée à ces prix. C'est donc des détails que vous aurez tout de suite dans la rubrique Zoom Wednesday avec Adassa Grace. Suivez. Bienvenue dans Zoom Wednesday. Les changements de saison peuvent entraîner ou encore accélérer l'usure de vos pneus. Avec cette saison de pluie qui venait de commencer, nous vous emmenons faire le marché de vos pneus de réchange. Sans plus tarder, Zoom Wednesday, c'est tout de suite. Commençons le marché du jour avec les prix des pneus neufs, des dimensions 185/70 R14 qui coûtent $135. Les pneus neufs des dimensions 195/65 R15 revient à $162. Un pneu des dimensions 225/70 R15 revient à $216. Un pneu des dimensions 215/65 R16 revient à $209. Un pneu de dimension 265/60 R18 revient à $365. Un pneu de dimension 235/60 R18 revient à $304. Un pneu neuf de dimension 122/60 R16 coûte $95. Un pneu de dimension 175/60 R13 revient à $106. Un pneu de dimension 185/60 R14 revient à $52. Un pneu de dimension 245/70 R16 revient à $168. Merci de nous rester fidèles. Je compte déjà vous revoir demain pour un nouveau numéro Zoom Wednesday. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les différents rendez-vous du 21 septembre 2021? On en parle aujourd'hui et c'est donc parti avec l'agenda du jour. Suivez. Bienvenue à l'agenda. Voici le rendez-vous du jour. Nous avons UJCC plus 7 qui, en collaboration avec les autres forces vives de la jeunesse congolaise, a débuté ce mardi 21 septembre un atelier de validation de la feuille de route de la jeunesse congolaise pour se clôturer le 23 septembre prochain. L'événement sur l'organisation et le management a commencé aussi ce mardi 21 septembre pour se clôturer le 25 septembre prochain à Kinshasa, de 10h à 13h pour la première vacation et de 16h à 18h pour la deuxième vacation à Kinshasa. Le frais de participation est fixé à $30, sans oublier 5 000 francs comme frais d'inscription. Signalons que la faculté de sciences économiques et de gestion de l'Université de Kinshasa organise un forum économique en collaboration avec la Renaissance. Ce forum aura lieu à Kinshasa le mercredi 22 septembre 2021, de 11h à 14h avec le thème « Le réforme des entreprises publiques en RDC. L'entrée est libre ».
Pour finir, DEC Center organise une formation professionnelle en suivi et évaluation de projets avec le logiciel AMES Project. Elle commencera le jeudi 23 septembre pour se clôturer le 2 octobre prochain à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Pour mieux vivre à Kinshasa, il faut également comprendre la débrouillardise, puisque depuis un temps, c'est le mode de vie, le mode recommandé à plus d'une personne. Et aujourd'hui, nous sommes allés vers un vendeur qui s'est débrouillé avec sa petite activité économique. Il s'agit bien sûr de la friperie. Il arrive à nouer les deux bouts du mois et s'organiser mieux que hier. Il nous ouvre ses portes. C'est tout de suite, article 15, la voix des sans-voix. aganyaka mpona sana bekonomi na ngai na makambo mosusu nasalaka ndeo ya makambo oyo de base na ngai bakolo oyo nde natekaka nde motivaka ngai na makambo na ngai mosusu. bulo ete namoni kofanda palin na makulu na mutu mobwe mabe esimba ete na pensaki que non a luka mo apolo na nga na créer ma place na so ka mo 100 francs ma 200 pour sunga ngai na makamu na ngai na balindeko na nga na baliki na ngai. Ba difficulté c'est belé. Premièrement, il peut crime ba déranger biso makasi na commune. Il y a des temps ba jeudi, vendredi, lundi ça a vraiment menacé depuis na yaki natandi te yaki menacé na tonga ba ye ba menacé biso kimi yo to zongi si ba héros ba mona na tendo moto tandi ça a vraiment menacé côté la police il peut crime na commune. Le gouvernement ministère na rovi sabango ils ont comprendre l'État et mboka. Ils ont souffrir. Moi, qui n'a pas nanda, qui n'a pas coulu, n'a pas kanganga, n'a pas coin, n'a pas sarabat, n'a iba et simbati. Ernaye, n'a posé mon lot qu'on a et d'arangaye et d'ena libota, on a sima, n'a pas leki. Bon, bango a policier baroya pour déranger biso et ça la bienti. Bamé va retrouver une solution pour na biso. Tout ça dans zila été mais tout ça na biso na kati. Ils ont sungangai. Et ça permet de ngana mamunanga pour na musalaki. Bon, ce ba kasenga awa et permet de ngata na vivre et ça la ngabini. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.